Tribu, Julien Magnolet. Bonjour et bienvenue dans Tribu. Nous terminons ce matin le diptyque entamé hier sur la Chine et nous. Hier, nous avons parlé des relations entre la Chine et la Suisse durant la guerre froide. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de ce choc que l'on observe de plus en plus entre l'ancien empire du milieu et les pays occidentaux. Un choc commercial, comme on le voit presque tous les jours avec les États-Unis, mais aussi un choc des valeurs et de modèles de société. Et mon invité du jour se montre d'ailleurs assez inquiet de la montée en puissance de la Chine et de ses idées antidémocratiques. Bonjour Jean-François Billetter. Bonjour. Vous êtes sinologue, Jean-François Billetter, ancien titulaire de la chaire d'études chinoises à l'Université de Genève et auteur de nombreux essais sur la Chine, dont ce petit dernier, Pourquoi l'Europe ? Réflexion d'un sinologue, et c'est paru aux éditions Alia. Alors Jean-François Billetter, vous avez vécu en Chine, vous étudiez la culture et l'histoire de ce pays depuis, plus d'un demi-siècle. Pour vous, la Chine est aujourd'hui un danger pour l'Europe ? Mais oui, elle l'est. Elle est hostile de façon tout à fait déclarée sur le plan politique, entendons-nous. Sur le plan politique, à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du parti, il est fait un devoir aux membres du parti de lutter contre les valeurs occidentales qui sont énumérées dans des documents internes qui ont fuité. Et qui sont les valeurs démocratiques, qui sont nos valeurs. Mais ça, c'est pour l'intérieur de la Chine. Oui. Lutter contre ces valeurs démocratiques, mais pas forcément contre l'Europe, si on entend bien. Alors, il y a deux choses. C'est d'une part une question de politique intérieure, bien sûr. Il s'agit d'éliminer une fois pour toutes, en principe, tout le virus démocratique. Mais le régime, à cause de sa puissance économique et financière et de son influence grandissante et qui est géopolitique, évidemment, il agit dans le même esprit ailleurs. Il y a un impérialisme chinois pour vous ? Je n'ai jamais songé à utiliser ce mot-là. Et cependant, alors l'une des choses que j'explique à ma façon dans ce petit livre, c'est qu'il y a ce qui définit la Chine, ce qui définit le mieux la Chine dans son ensemble, dans la durée, à mon avis, c'est une tradition politique, c'est-à-dire une conception du pouvoir. Et cette conception du pouvoir qui a pris sa forme complète sous l'Empire, est une forme qui ressurgit sous une forme altérée et parfois méconnaissable, mais néanmoins connaissable quand on connaît l'histoire. C'est-à-dire que le régime évolue à certains égards. Non, je ne dis pas évolue. Il reprend à son compte une tradition très ancienne. Et quand on dit très ancienne, c'est très très ancien. Votre livre part à l'an 1000 avant notre ère. Alors, d'abord le titre de mon petit livre, Pourquoi l'Europe ? C'est d'abord moi, en tant qu'Européen, m'adressant aux Européens. C'est ça l'esprit du livre. Mais comme je connais l'histoire chinoise, je fais deux choses. D'une part, j'essaie d'expliquer à beaucoup de lecteurs qui ont une faible idée de l'histoire chinoise ce qui la caractérise dans son ensemble. Parce que j'ai longtemps étudier la Chine et enseigner le chinois et d'autres matières chinoises. Et je constate depuis quelque temps qu'au fond, il y a un profond désintérêt pour la Chine. La Chine n'intéresse plus. Elle intéresse sur le plan politique, sur le plan économique, les hommes d'affaires, mais culturellement, elle a complètement cessé d'intéresser qui que ce soit. Et pourquoi ? Parce que dans notre culture intellectuelle, au fond, l'histoire de Chine n'a pas de sens. C'est-à-dire que quand nous parlons de notre histoire, nous lui donnons un sens. On ne peut pas parler d'histoire sans que cela implique un sens que l'on donne à l'histoire. Or, je pense que les plus informés des intellectuels ou du public européen, au fond, ne sait pas quel sens donner à l'histoire de Chine. Et moi, qui m'en occupe depuis longtemps, eh bien, j'ai essayé de répondre à cette question. Et alors, d'une part, et puis ça éclaire le présent. Voilà, ça c'est une chose. C'est l'une des deux choses que j'ai faites dans ce petit livre. Et une des choses que vous montrez, c'est qu'il y a vraiment une persistance de certaines idées en 3000 ans, notamment des choses qu'on sent encore maintenant dans le régime. Par exemple, la notion très importante de la hiérarchie. Mais oui. Et au fond, si un lecteur s'étonne de mon ambition,
il n'a qu'à réfléchir. Quand nous parlons de notre tradition politique, nous trouvons tout naturel de remonter à Rome et à Athènes. Alors pourquoi pas du côté chinois? Du côté chinois, il faut faire la même chose intellectuellement. Alors c'est ce que j'ai fait avec deux résultats, ou plutôt deux intentions. D'une part, de dire quel est le sens que moi je donne à l'histoire chinoise, et puis d'autre part de créer un contraste avec notre tradition politique. Et je pense que ça peut éclairer le présent, parce que la Chine est une menace pour l'Europe. J'introduis une nouvelle idée, et que d'autres n'ont pas formulée, je crois, c'est que quand je défends l'Europe, parce que je suis un Européen convaincu, je ne défends pas l'Europe dans son état présent. Je présente un projet européen. Le projet européen tel que je le conçois moi-même, et que je formule aussi dans ce petit livre. C'est la République européenne, c'est ça, hein? Politiquement, du point de vue institutionnel, c'est la République européenne, mais j'ajoute une chose, c'est que donc là, on est dans le, si vous voulez, il y a des gens qui me disent que tout cela est une utopie. Je dis non, ce n'est pas une utopie, c'est un argument à introduire, ou un raisonnement à introduire dans la discussion actuelle. Et j'ajoute que l'idée de République européenne, qui n'est pas de moi, mais que je reprends, ne peut aller, selon moi, n'a des chances de se réaliser, selon moi, que si elle n'est pas un but en soi. Il faut que des forces se mobilisent à l'échelle d'une génération, de deux, je ne sais pas, mais pour plus que simplement un changement d'institution. Il faut qu'il y ait un projet plus profond qui caractérise l'Europe. Et je pense qu'on peut réfléchir à cela. Quand vous dites République européenne, vous pensez à une sorte de confédération à la mode helvétique, mais au niveau européen, avec chaque pays qui a des forces, mais qui est représenté à l'étage supérieur? Alors ça, c'est une question très intéressante, et puis c'est pour ça que je trouve que ces idées sont intéressantes, parce qu'elles déclenchent des discussions et une réflexion là-dessus. Et l'idée que je reprends d'une Allemande qui s'appelle Ulrike Gero, qui a publié là-dessus, mais elle n'est pas seule, c'est l'idée d'une République européenne qui ne naîtrait pas d'une fédération des États-nations présents, parce que les États-nations sont souverains par définition, par essence, et ne sont pas fédérables. Et par conséquent, il faudrait dépasser la situation actuelle vers le haut et vers le bas. Vers le haut en créant la République, même droit, même devoir, même fiscalité pour tous, et puis vers le bas, vers les régions. Avec cette idée que quand on prend l'histoire européenne dans la durée, à l'échelle des siècles, la véritable substance vivante de l'Europe, ce sont les régions et parfois les villes, et non pas les États-nations qui sont récents et qui sont cause de guerre. Ça, c'est pour l'Europe. On est déjà arrivé à la fin de votre ouvrage. Reparlons de la Chine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Mais c'est très intéressant ce que vous dites sur l'Europe. Mais sur la Chine, il y a, par exemple, vous dites, c'est vrai, c'est une menace pour l'Europe. Et on voit qu'il y a des combats encore aujourd'hui. Chaque jour, il se passe quelque chose. Là, il y a maintenant Pékin qui menace de plus autoriser Apple sur son pays. Voilà, comme mesure de rétorsion par rapport à d'autres mesures américaines. Certains disent oui, la Chine rachète l'Afrique, etc. En même temps, tout le monde a délocalisé en Chine un temps pour des questions de coûts. Est-ce pas normal qu'ils aient besoin de matières premières pour produire des choses qu'on achète chez eux ou qu'on produit chez eux? Mais bien sûr, il s'agit pas de remettre en question les échanges nécessaires de matières premières, de chaînes industrielles. Oui, mais il faut savoir ce que ça coûte politiquement. Et là où ça coûte trop politiquement, eh bien, il faut faire machine arrière ou changer de politique. Ça veut dire quoi, coûter, dans le sens qu'on doit faire trop de compromis ou trop accepter le modèle chinois alors qu'on devrait le critiquer, c'est ça? Alors, il n'y a pas seulement une question de modèle politique, il y a aussi une question de dépendance. Pour les substances élémentaires des médicaments que nous consommons tous les jours. Enfin, depuis quelques mois, on voit ça très bien. Donc, il y a, si vous voulez, cette problématique, elle est à nombreux étages. On parle souvent du confucianisme qui serait un peu la pierre angulaire du pouvoir chinois actuel, et vous démontrez dans votre ouvrage, Jean-François Bilter, qu'on se trompe souvent, ou en tout cas qu'on mélange. Il y a Confucius et Confucius, en gros. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Oui. Alors ça, ce sont des choses absolument élémentaires pour qui connaît un peu la Chine, mais que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est que effectivement, le régime actuel se réclame du confucianisme, pas dans les déclarations du chef de l'État, mais dans sa propagande, et puis surtout à l'intérieur. Or,
il faut un peu débrouiller les choses pour comprendre. Confucius est un personnage qui a vécu aux environs de l'an 500 avant notre ère et qui est un personnage extrêmement intéressant, dont on sait un certain nombre de choses parce que les élèves, les disciples de sa seconde génération ont mis par écrit des choses qu'il avait dites, et c'est un livre très précieux, les Entretiens. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est qu'au moment où l'Empire est fondé, en 220 avant notre ère, donc 3 siècles plus tard, l'Empire se consolide de toutes les façons, militairement, économiquement, par l'administration, mais aussi culturellement, intellectuellement. Et il crée une idéologie que moi j'appelle l'idéologie impériale. Et à la tête de cette idéologie, il faut une figure de proue, il faut un icône, et on y met Confucius. Mais c'est plus du tout le Confucius historique. Mais qu'est-ce qu'on va prendre chez lui? On peut pas mettre que la proue, il faut quand même un tout petit peu avoir, ou faire semblant de prendre ses idées, quand même. Parce qu'à la fin de l'Empire, il y a eu des guerres épouvantables, et l'Empire est sorti de ces guerres, et il y a eu énormément de destruction. Une grande partie de la civilisation chinoise pré-impériale qui a disparu. Enfin, il y a des choses qui ont été sauvées, et notamment des textes. Et ces textes étaient liés d'une certaine façon à l'enseignement de Confucius. Je dis bien d'une certaine façon, tout ça est compliqué. Et donc, du moment qu'on prenait ces textes et qu'on en faisait des textes sacrés, c'est ce qu'ont fait les lettrés au début de l'Empire, il fallait les mettre sous un nom, il fallait avoir une figure sous l'autorité de laquelle on mettait tout cela. Et alors on a pris Confucius, puis c'est devenu le confucianisme, et c'est ce confucianisme impérial qui est hautement politique et idéologique, qui est repris par le régime actuel. Et qui ouvre un peu partout dans le monde des instituts Avec Confucius. Les instituts Confucius, oui. Jean-François Billetter, nous parlons de la Chine et de son modèle de société. On vous retrouve dans 3 petites minutes. On vous retrouve Jean-François Billetter, nous parlons de la Chine, de son modèle de société et... il y a pas mal de mots assez durs envers la Chine dans votre petit livre, petit essai. Vous dites par exemple, la Chine n'a pas connu nos temps modernes, et ce qui explique encore plus une différence de manière de penser entre la Chine et l'Europe. Alors, j'ai une réserve sur les mots que vous venez d'employer. Il ne s'agit pas de modèle de société, il s'agit d'un régime politique. Enfin, ce dont je parle principalement, c'est un régime politique qui, évidemment, promeut un modèle de société. Mais l'objet de réflexion et de critique, c'est le régime. C'est la première chose. Deuxième chose, l'idée que la Chine n'a pas connu les temps modernes, c'est une idée très importante, mais il faut distinguer, et c'est ce que je fais, c'est que la Chine a été très en avance dans son entrée des temps modernes, du point de vue économique, parfois technique, social, des pratiques financières, principalement à l'époque des Song, donc autour de l'an 1000. Elle a eu une grosse avance sur l'Europe pendant longtemps, et cette avance, elle annonçait les temps modernes, en un sens. Enfin, pas en un sens. C'est même sûr et certain. Ce que je dis, c'est que plus tard, mettons à partir surtout à l'époque mandchoue, dans les siècles qui ont suivi, dès le XVIIe siècle. Oui, voilà. L'Europe est entrée tardivement dans les temps modernes au sens chinois, mais elle est entrée dans les temps modernes sur le plan religieux, la tolérance, scientifique, intellectuelle, et je dirais aventure de la conquête, de l'autonomie intellectuelle dans beaucoup de domaines. La liberté, d'une certaine manière. Alors, si vous voulez, ce sont des termes auxquels il faut réfléchir. Et donc, vous voyez que ma réponse à la question, elle est double. Je dirais même qu'elle est triple. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse avance dans la conquête des temps modernes en Chine, puis ensuite, d'autres temps modernes qui s'y sont ajoutés, mais en Europe et pas en Chine, ce qui a créé une distorsion, une situation actuelle que beaucoup de Chinois, depuis un siècle, ont essayé de redresser en s'inspirant de l'Europe. Et pas seulement scientifiquement, mais aussi politiquement, démocratiquement. Et donc, il y a eu des mouvements progressistes puissants en Chine, progressistes et révolutionnaires, qui ont, depuis le milieu du 19e, qui ont, hélas, tous échoué. Ce qui me fait dire que l'histoire contemporaine,
chinoise jusqu'à nouvel avis est une histoire tragique. Une histoire tragique en même temps, et vous l'abordez vous-même dans votre livre. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même prisonnier de votre regard d'Européen ? On est tous influencés, imprégnés de notre culture, et on a un peu tendance à penser que nous avons raison et que les autres ont tort. Et est-ce que finalement les Chinois ou le modèle politique chinois est simplement différent et que voilà, chacun vit sa vie de son côté, en gros ? Alors ça, c'est un problème capital auquel j'ai eu affaire depuis que j'étudie la Chine, donc depuis plus d'un demi-siècle. Et quelle suis-je habilité à porter un jugement ? Est-ce que ce jugement n'est pas simplement conditionné par le fait que je suis un Européen, que j'ai grandi en Europe ? Alors je vous promets que j'ai beaucoup réfléchi. Et que le régime actuel insiste beaucoup, ça fait partie de son fonds de commerce, de dire que on ne peut se prononcer sur la Chine qu'à partir des valeurs qui sont propres à la Chine, et que quiconque ne part pas de là n'a pas droit à la parole et ne peut pas juger de ce qui se passe en Chine. Ça, on appelle ça, dans la discussion académique, on appelle ça le relativisme. Les valeurs sont relatives à chaque civilisation ou à chaque société. Et ça, c'est un problème difficile à vraiment bien résoudre sur le plan intellectuel. Et j'y ai énormément réfléchi et j'apporte une solution. Alors, pour aller très vite, c'est que je défends mon point de vue d'Européen parce que, à mon avis, c'est un point de vue universel. Mais pourquoi est-il universel ? Là, les Chinois, évidemment, ils montent sur leur grand chevaux en disant universel. Bah, c'est un mot qui vous plaît, mais c'est votre mot. Non. Parce que j'estime que l'Europe est porteuse d'un projet. Il ne s'agit pas de défendre des valeurs passées de l'Europe ou des valeurs actuelles ou un discours actuel. Il s'agit d'un projet dont l'Europe est porteuse et qui est virtuellement universel. Mais ça, et c'est une grande idée, mais c'est une idée qu'il faut défendre. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en 3 mots. Et je fais un détour par l'histoire de la musique que j'ai, vous avez vu cela, il y a 2-3 chapitres. Avec Ansermet. Voilà, parce qu'Ansermet m'a fourni dans son grand ouvrage sur la musique et sur l'histoire de la musique, il m'a fourni un paradigme. Ansermet dit que la musique européenne est devenue universelle parce qu'elle a exploré beaucoup plus qu'ailleurs, de façon beaucoup plus complète, l'univers des sons et de ce qu'on peut en tirer. Et donc, dans la musique, il y a un exemple de ce qui me paraît transposable dans d'autres domaines. Ces réflexions-là, évidemment, moi, je suis obligé de vous les résumer en 2 mots. Ça n'est pas quelque chose, ça exige la réflexion. D'ailleurs, votre livre reste petit, c'est pas évident parce que voilà, c'est une pensée assez dense, mais effectivement qui est assez intéressante, intrigante parfois. Vous expliquez aussi assez bien, Jean-François Billetter, qu'en Chine notamment, le chinois, l'homme ou la femme s'efface devant son action, que l'idée d'un sujet autonome, donc d'une personne autonome et d'une pensée autonome, existe beaucoup moins qu'en Europe. Oui. C'est pour ça que je parlais du mot liberté. C'est vous qui l'écrivez aussi. Le mot liberté n'existait pas en chinois jusqu'au début du XXe siècle. Ça paraît comme ça étonnant. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il suffit de regarder les dictionnaires. Il suffit de connaître la littérature pour le constater, tout simplement. Et puis le mot ziyou qu'on utilise en Chine pour liberté, eh ben c'est une invention récente qui a été d'ailleurs faite au Japon. Alors là de nouveau, il y a une question très délicate qu'il faut traiter avec prudence. J'affirme 2 choses. J'affirme que l'idée du sujet autonome n'est pas apparue en Chine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu dans les faits des sujets autonomes. Mais avoir le fait ou le fait plus l'idée, ça fait une différence. Ce qui est, quand on vous lit comme ça, on se dit tiens bon, je connais pas toute votre pensée, mais je dis tiens on a un libéral humaniste du bout du lac qui et puis tout d'un coup à la fin paf vous dites au fait il y a aussi un problème dans le fond, il y a pas que les Chinois qui font ça avec leur peuple, enfin que le régime chinois, il y a aussi le capitalisme qui nous fait ça à tous, oui. Cette espèce d'emprise. Et là, tout d'un coup, je dis, tiens, oups, ça m'a fait dévier mon regard. Vous demandez assez clairement la fin du capitalisme. Ça paraît aussi un peu étonnant comme ça. Pourquoi ? Eh ben, ça, je l'explique dans un essai un peu plus ancien, qui s'appelait Demain l'Europe.
Et là, je dis, il faut, comme on a aboli les privilèges aristocratiques en France au moment de la Révolution, il faut abolir le capitalisme maintenant, de toute urgence. Mais alors de nouveau, je dis, c'est de la provocation de dire les choses comme ça, mais une fois la provocation prononcée, il faut tout de suite réfléchir, enfin préciser. Et donc, ce que j'appelle de mes vœux, c'est l'abus du pouvoir de la grande finance sur la vie sociale. Parce que des capitaux, on en aura toujours besoin. Et puis l'économie, elle fonctionnera toujours avec des capitaux, etc., etc. Donc, entendons-nous, on lance une provocation pour faire réfléchir, mais ensuite, ce dont il s'agit, selon moi, mais je suis pas seul, c'est de mettre fin à une soumission de l'ensemble de la vie sociale à des intérêts qui sont pas l'intérêt d'une majorité, qui sont l'intérêt d'une minorité aveugle et qui ne sait pas où elle va. Voilà. Jean-François Billetter, en quelques mots, là, on voit ça entre les États-Unis notamment, et puis, mais aussi l'Europe et la Chine, ça grince. Est-ce que c'est pas simplement économique dans le fond? C'est un peu jusqu'à présent on dominait un peu, ou les États-Unis dominaient, puis ils sentent qu'ils peuvent perdre un peu la main et qu'il faut vraiment un peu taper dessus, y compris sur les idées politiques pour reprendre la main. Là aussi, il faudrait une longue émission pour faire le tour de la question. C'est toujours trop court. Ben oui. Il y a, comment vous dire, de nouveau, je dirais, il faut veiller aux mots qu'on utilise. Si on dit c'est la Chine, les États-Unis qui s'affrontent, non, ce sont deux systèmes qui sont profondément apparentés par beaucoup de traits essentiels, qui s'affrontent et qui entraînent des pays, des sociétés dans une guerre possible. Et alors, quels sont ces deux systèmes ? Au fond, ils se ressemblent, c'est-à-dire que nous voyons tous les jours que les GAFA, la révolution informatique, en quelques mots, oui, accroît le contrôle sur nos vies, et que en Chine, c'est la même chose. Simplement, ce sont des régimes différents, mais qui se servent de plus en plus des mêmes moyens. Et donc qu'il y a une convergence et en même temps il y a une concurrence. Enfin, j'arrête là parce que c'est un sujet grave et compliqué. Et vous savez quoi, vous me tendez la perche parce que lundi, justement, on va parler d'un objet qui est en grande partie produit en Chine, le smartphone. Cette espèce d'objet organe qui fait partie de nous. On recevra un invité, on parlera de ça. Merci beaucoup en tout cas, Jean-François. J'ai une partie, si vous permettez. Moi, je n'ai pas de smartphone et quand je sors de chez moi, je suis stupéfait de voir des gens qui se baladent avec leur cervelle dans la main. Leur cervelle dans la main. C'est vrai que ça ressemble à un organe. Merci Jean-François Billetter. Vous êtes sinologue, ancien titulaire de la chaire d'études chinoises à l'Université de Genève. Je rappelle le titre de votre essai, Pourquoi l'Europe, réflexion d'un sinologue. C'est paru chez Alia.